En prison, c'est comme aux États-Unis. Les Blancs sont séparés des Noirs. Chacun a ses gangs. Et naturellement, ça fout la merde. Dans cette prison, quand un Noir vient vers toi, on ne cherche pas à comprendre, on le tape. Les Noirs se cachent quand les vrais Blancs sont prêts à se battre. Bonsoir à tous, bienvenue sur W9. Ce soir, dans État de choc, je vous propose une immersion glaçante dans un établissement pénitentiaire américain, la prison d'Effingham, dans l'État de Géorgie, à 300 km d'Atlanta. Une région pauvre, rurale et aux tensions raciales extrêmes. Même derrière ces murs, le Ghostface Gang, une organisation blanche néo-nazie très dangereuse, fait la loi. Les affrontements sanglants sont quotidiens. Ici, 80% de la population carcérale est blanche, là où d'habitude les Noirs sont en majorité. Dans le quartier des femmes, une seule détenue, DJ, règne en maître, elle aussi violente, raciste et blanche. Je ne vais pas dormir dans la même cellule qu'une négresse, et encore moins vivre avec elle. Je suis comme ça. Je traîne pas avec des Noirs. On me demande des fois ce que ça me fait de voir un blanc et une noire ensemble. Je vous le dis, ça me dégoûte. Prison US quand les gangs blancs font la loi, c'est un document de Matthew Gordon. À la prison du comté d'Effingham en Géorgie, c'est une journée comme les autres qui s'annonce. Rentre chez toi, sale nègre. Un détenu blanc veut en découdre avec un prisonnier noir. T'as entendu ce que je t'ai dit? Rentre chez toi ou je vais t'éclater, espèce de trou du cul. Depuis la veille, la tension est montée d'un cran entre deux gangs rivaux. D'un côté, les suprémacistes blancs, de l'autre, les Afro-Américains. Ici, chaque insulte peut déclencher une guerre entre communautés. Dans la cour, une bagarre éclate. Oh merde! Cory, stop! Le gardien doit utiliser son taser pour neutraliser l'un des deux protagonistes. Ah merde, putain mec, mon dos. Lève-toi. Ne bouge pas. Pourquoi vous l'avez pas tasé, lui? Va te faire foutre. Va te faire foutre, sale noir. Je vais te buter, mec. Tu l'as bien pris, hein, enfoiré. Tu sais qu'on réglera ça plus tard. Connard, regarde-moi. C'est un raciste. Négro par-ci, négro par-là. Et c'est moi qu'on a tasé en plus. À la prison d'Effingham, blancs et noirs ne se mélangent pas. Les noirs prennent leur repas d'un côté, les blancs de l'autre. Une vingtaine d'Afro-Américains pour près de 400 blancs, et tous suivent les règles imposées par les gangs suprémacistes. C'est dans cette cellule que les choses se décident. Les membres de ce gang blanc sont les caïds de la prison. Ils ont exceptionnellement accepté notre caméra parmi eux. En prison, c'est comme aux États-Unis. Les Blancs sont séparés des Noirs. Chacun a ses gangs. Et naturellement, ça fout la merde. Dans cette prison, quand un Noir vient vers toi, on ne cherche pas à comprendre, on le tape. Les Noirs se cachent quand les vrais Blancs sont prêts à se battre. À 7000 km de la France, en Géorgie, au sud-est des États-Unis, la prison du comté d'Effingham. Le pénitencier est implanté au cœur d'une région rurale pauvre et très conservatrice. Ici, 80% des détenus sont des blancs, une anomalie dans le paysage carcéral américain. Infiltrée par des gangs néo-nazis, elle est l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Ici, il ne fait pas bon être noir de peau. Je remets mes docs. Raciste, que des putains de racistes. Les Blancs sont une espèce en voie de disparition aux États-Unis. À Effingham, dans l'attente de leur procès, sont enfermés plus de 500 détenus, dont près de 100 femmes. Aussi dangereuses que les hommes, elles occupent l'aile est du bâtiment. Ça me fait vraiment peur. Pendant un mois, nous avons vécu le quotidien des prisonniers, des destins dignes d'un roman noir. Celui de Miles Poole, membre d'un gang suprémaciste, toujours en train de contester l'autorité. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Ils ne me briseront pas.
Ou de DJ, une extrémiste blanche, véritable bourreau des cœurs dans le quartier des femmes. Dans cet état traditionnaliste qui a élu comme gouverneur l'ultra-conservateur Brian Kemp, J'ai des fusils. on cherche avant tout à punir. Le shérif McDuffie applique lui la tolérance zéro. Ici, la justice frappe parfois aveuglément. Jennifer a été condamnée à une très lourde peine pour un simple accident de la route. J'ai toujours été une mère au foyer. J'ai été condamnée à 5 ans. Je ne sais pas comment je vais faire. Racisme, drogue, tolérance zéro. Quel est le quotidien d'Effingham? Vous savez, ils peuvent me tuer. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi la prison d'Effingham est-elle devenue le symbole de l'Amérique blanche des laissés pour compte, les oubliés du rêve américain? Ce petit comté à l'est de la Géorgie est l'un des plus défavorisés des États-Unis. Frappé de plein fouet par la crise économique, la plupart des commerces, des administrations ont fermé ces dernières années. Personne dans les rues. Un paysage de désolation marqué par les terribles ravages d'une drogue qui a contaminé toute la région. La méthamphétamine, une substance chimique très addictive. Un trafic organisé par des suprémacistes blancs, le Ghost Face Gang. Pour lutter contre eux, le comté a créé une unité spéciale, la brigade antidrogue que dirige le sergent Blunt. Dans cette maison, on a arrêté le père, la mère et le fils pour production de méthamphétamine. Et la maison là-bas, où il y a l'ambulance, ce sont la mère, les 2 enfants et le beau-père. Tous ont été arrêtés plusieurs fois. D'ailleurs, ils sont en prison en ce moment pour deal de méthamphétamine. Dans ces quartiers, le gang blanc a installé des laboratoires clandestins un peu partout. Chaque maison peut en cacher un. Alors, au moindre tuyau, le sergent Blunt et ses équipes interviennent. 10 hommes vont prendre d'assaut la maison d'un dealer des Ghostface. Bureau du shérif. Armes au poing, les policiers fouillent une par une les pièces de la maison. Le dealer n'est pas là, mais sa drogue, elle, est à peine cachée. Une pipe à mettre. C'est de la meth, ça, dans le sachet. De la drogue, mais aussi des armes. C'est un gros délit. Il n'est pas censé avoir d'arme à feu. Là, il s'est vraiment mis hors la loi. C'est très grave. Dans cette guerre, tous les coups sont permis. Même mettre la mère du fugitif en prison pour l'avoir hébergé. Tu sais que je peux t'envoyer en prison. Je n'irai pas en prison à sa place. Écoute-moi. Oh, stop là. Stop. Arrête de parler, tais-toi. Oh mon Dieu. Je vais t'enfermer pour complicité de trafic de drogue. Et tu sais ce que ça veut dire? C'est un crime. Mon Dieu, j'ai déjà été en prison pendant 10 ans, je ne veux pas y retourner. Des méthodes musclées qui ont permis à l'unité du sergent Blunt de mettre quelques membres du gang hors d'état de nuire. Et notamment, l'une de ses dealeuses les plus recherchées. Amy Faircloth, une enfant du pays, un père tué à l'âge de 2 ans, une mère membre d'un groupe extrémiste. À 29 ans, elle a déjà passé 10 ans de sa vie en prison pour usage et vente de drogue. Le mois dernier, elle a été piégée par un policier infiltré venu lui acheter de la drogue. Ouais, bien sûr, je fais ça tous les jours. Je deal, c'est mon métier. 2 grammes de meth pour 30 €. Aujourd'hui, Amy se fait appeler DJ. Elle est la caïd du bloc des femmes. En attente de son procès, elle risque plus de 10 ans ferme. Putain, mais qui a utilisé mon gel douche? Personne ne touche à mon gel douche. On n'y a pas touché à ton gel douche. Tatouage, allure de bonhomme, DJ règne sans partage sur les 50 filles du bloc. Et comme chez les hommes, elle a séparé les filles noires et blanches. Égard à celles qui lui tiennent tête. Allez, viens. Ne dis pas que tu me veux, lâche-moi. Je ne vais pas dormir dans la même cellule qu'une négresse. Et encore moins vivre avec elle. Je suis comme ça.
Je traîne pas avec des noirs. Ma mère était beaucoup plus raciste que moi. Elle avait l'habitude de se déguiser avec le costume du Ku Klux Klan pour Halloween. C'est tout, c'est comme ça que j'ai été élevée. À Effingham, on est toute une bande à partager les mêmes idées. Il y a des gars qui nous appellent les skinheads, d'autres la fraternité aryenne. En fait, on a plusieurs noms, mais on est tous de la même confrérie. On me demande des fois ce que ça me fait de voir un blanc et une noire ensemble. Je vous le dis, ça me dégoûte. Des propos racistes particulièrement choquants, mais malheureusement assez banals dans ce coin d'Amérique. Les Blancs sont devenus une espèce en voie de disparition aux États-Unis. Et je ne pense pas que c'était la volonté de George Washington. Dans la bouche de DJ, c'est le gang qui parle. Ici, tous les Blancs, hommes ou femmes, font partie des Ghostface, littéralement les visages de fantômes. Sur les réseaux sociaux, ses membres n'hésitent pas à afficher la couleur. Been flipping them pole things, but we been counting these honeys. Been rocking that white flag. 7-6 got the game on lock. Who deep to the death of me and Ghostface to the casket. Mais il y a quelques mois, les autorités fédérales ont décidé de porter un gros coup à l'organisation. Cet après-midi, des dizaines de membres du Ghostface Gang ont été arrêtés. Ils sont désormais derrière les barreaux pour trafic de drogue et détention d'armes. Le Ghostface Gang a vu le jour en prison. Les fédéraux le décrivent comme une dangereuse entreprise criminelle avec des influences néo-nazies. En juillet dernier, une opération baptisée Vanilla Gorilla a permis le démantèlement d'une cellule de gang implantée dans plusieurs comtés. Un coup de filet qui a conduit à l'incarcération d'une trentaine de ses membres, dont plusieurs ont atterri dans la prison d'Effingham. Parmi eux, une très grosse prise. Cet homme, l'un des leaders du gang. Régulièrement placé à l'isolement, il est considéré comme le détenu le plus incontrôlable de la prison. Nique ta mère! Va niquer ta mère! Miles Poole, 31 ans dont 12 ans passés derrière les barreaux, membre des Ghostface. Quand tu parles comme ça à quelqu'un à travers les tuyaux de canalisation et que tu l'insultes, ça vient vite au concours d'insultes. Un gars qui dit de la merde, il est là en mode « va te faire foutre ». Il le dit parce qu'il parle à travers la canalisation, il me le dirait pas en face, c'est un branleur. Donc il a niqué sa mère. On dirait un noir qui parle. Là, il est dans son quartier. Mais si j'étais avec lui, je peux vous dire que je lui aurais sauté dessus et je lui aurais pété la gueule. Je vous le promets. Ne t'inquiète pas, je vais pas les serrer fort. Comme tous les autres membres de son gang, Miles Poole affiche fièrement les couleurs de Ghostface sur sa peau. Ça, c'est l'étoile des Ghostface, assimilée aux gangsters de notre groupe. Là, ça dit famille, frère pour la vie. Je suis un leader et un soldat. Et là, j'ai quelques symboles et tatouages du gang. Celui-là, sur mon visage, c'est aussi le symbole des Ghostface. Une étoile verte à 7 pointes. L'homme est rentré dans le gang en 2014 lors d'un séjour en prison. Je suis un membre d'un gang blanc qui s'appelle les Ghostface. C'est un gang qui a été formé parce qu'en général, les blancs sont en minorité dans les prisons américaines. La plupart du temps, les blancs se retrouvent entourés de noirs. Ils sont plus nombreux que nous et ils essaient d'en profiter, d'extorquer, même de tuer les blancs. Quand j'avais 19 ans en prison, je pesais 70 kilos et je me suis fait tabasser. Je me suis fait violer. Je me suis fait frapper à mort, à chaque fois par des noirs. Pour être accepté dans le gang, il a dû passer un rite initiatique. Les mecs te sautent dessus. Ils te rouent de coups. Pendant 1 minute, 3 mecs te tabassent. Ça se passe très naturellement, les mecs se rapprochent de toi et te demandent « Hé mec, ça te dit de faire partie du gang ?» Ils te regardent un peu, puis ils te sautent dessus et ils te tatouent. Depuis son arrivée, il multiplie les provocations. L'officier là, qui est dans la tour, c'est une vraie salope.
Ça l'amuse de nous enfermer dans nos cellules. C'est une petite nouvelle. C'est une vraie salope. Sa dernière trouvaille pour saper l'autorité des gardiens, exhiber ses parties génitales. Cette petite scène lui a valu d'être placé dans le quartier de haute sécurité, bloc F. Peu importe les conséquences, Poole veut montrer qu'il est un dur à cuire. Si quelqu'un me traite de pute, je vais me battre direct avec lui. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous n'avez pas le droit de vous laisser manquer de respect. Dans le gang, c'est une faute grave. Et vos frères vont tout de suite vous frapper pour avoir agi comme un faible. Vous voyez ce que je veux dire? Faut juste être un homme. C'est ça être frère de gang. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Pourtant, Miles Poole est issu d'une classe moyenne favorisée, avec un père dans les forces de l'ordre. C'est la drogue qui l'a fait plonger, comme la majorité des criminels du coin. La majorité des gens ici sont des dealers, des prostituées. Tout le monde se défonce à la mette. C'est ça qui se passe. Dans la rue, en prison, tous les gens ici sont comme moi. On est des junkies. Cet endroit est surnommé Mettingham, comme la Met. On ne dit pas Effingham, on dit Mettingham. Vous savez, mon père était policier. Ma mère a été prof pendant 35 ans. J'avais rien à voir avec ça. Mais j'ai fait de la prison, je suis rentré dans un gang et je suis accro à la meth. Je suis vraiment dans de sales draps. Ce jour-là, le Ghostface va une nouvelle fois faire parler de lui. Les gardiens sont appelés pour une intervention. Il est en train d'inonder sa cellule. Fous-toi contre le mur maintenant. Tends tes mains et arrête de bouger. Encore une provocation à l'encontre du personnel de prison. C'est bon, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Poole est conduit au mitard. C'est là qu'on punit les excités. Vous voyez comment elle me traite, vous voyez là? Avance, avance. Arrêtez de me pousser. Pourquoi t'as pas pris tes pilules, Miles? Mais si, j'ai pris ces pilules, je les ai prises. Tu le fais exprès. T'es vraiment un enfoiré. Maintenant, tu te mets à genoux. Je vais chier partout, je vous préviens. Je m'en fous ce que tu vas faire, Miles. Il devra rester dans cette pièce de 4 mètres carrés le temps de se calmer. Mais le Ghostface n'est pas décidé à baisser d'un ton. C'est à cause de vous tout ça, pas de moi. Quand ça ne va pas dans son sens, il nous embête de toutes les manières possibles, jusqu'à nous rendre dingues. Pour trafic de drogue, Miles Poole risque la prison à vie, alors qu'en France, il encourrait 15 ans de prison maximum. Une peine normale dans cette région connue pour sa sévérité en matière de crime. À Effingham County, cette politique de tolérance zéro est assumée et revendiquée par les autorités judiciaires, et en particulier par le shérif Jimmy McDuffie. Ce matin, depuis son bureau, il assiste en direct avec ses adjoints à la cérémonie d'investiture du tout nouveau gouverneur de Géorgie, le très conservateur Brian Kemp. Brian Kemp, un ami de longue date du shérif McDuffie. Le politicien s'est rendu célèbre pour ses clips de campagne particulièrement explicites. Je suis Brian Kemp. Je suis tellement conservateur que j'explose les dépenses gouvernementales. Oui, j'ai des flingues et personne ne viendra me les prendre. J'ai une grosse voiture, au cas où je devrais patrouiller pour envoyer moi-même des clandestins chez eux. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Je suis Brian Kemp. Si vous voulez un conservateur politiquement incorrect, je suis votre homme.
On le soutient depuis le début, quand il a brigué le poste de commissaire à l'agriculture, il y a 10 ans. Brian a toujours soutenu les politiques de renforcement du maintien de l'ordre. Il a toujours fait les bons choix et aidé les forces de l'ordre pour faire régner la justice. Selon le shérif, Brian Kemp, qui milite pour un durcissement des lois, est la personne idéale pour redresser la Géorgie. C'est un gars qui vient de chez nous, qui défend nos valeurs. J'ai bien regardé pendant la célébration s'il portait des bottes de cow-boy, et oui, il les a. C'est ça que je veux dire. Quand une personne porte des bottes de cow-boy, c'est qu'il n'a pas peur de se salir. Il fait ce qu'il y a à faire. Il y a autre chose que j'aime bien chez Brian. Comme moi, il pense que si vous commettez un délit, n'importe quel crime, vous devez aller en prison. Et pour appliquer son projet, le shérif a toute une armée. De jour comme de nuit, 25 voitures patrouillent dans tout le comté à la recherche du moindre délit. L'officier de police Malcolm Foy vient d'être appelé en intervention pour perquisitionner une voiture signalée comme suspecte. 3 jeunes conducteurs, un phare cassé, de la fumée qui s'échappe des fenêtres. Il n'en faut pas plus pour déclencher une fouille. Je vais vérifier ce qu'il y a dans ta poche, ok? Et bingo, dans la poche du passager arrière, 16 ans. C'est du bon matos, ça. Quelques grammes de marijuana. Le conducteur est lui aussi embarqué pour possession de drogue. C'est au tour de la passagère avant, à qui appartient le véhicule, d'être questionnée. Je vais te donner une chance de me dire la vérité. Je ne sais vraiment pas à qui ça appartient, cette herbe. T'es sûr que t'as rien? Fais voir tes yeux. Tire la langue. T'as d'autres trucs sur toi? L'adolescente de 16 ans dit ne rien posséder et ni avoir consommé. Vous pouvez voir qu'il y a des restes de marijuana au sol et sur le siège. Là où la passagère était assise. Mais elle a dit qu'elle n'avait rien consommé. Pourtant, ce sachet va prouver le contraire. Ah ouais, ça a l'air du bon matos, mec. Malgré ses dénégations, l'officier Foy lui passe immédiatement les menottes. Écoute, là, tu n'es pas coupable tant que tu n'es pas condamné. Alors que les États voisins ont pour la plupart dépénalisé, voire même légalisé l'usage de cannabis, la Géorgie ne fait preuve d'aucune faiblesse. Certaines personnes pensent que la marijuana, ce n'est pas grand-chose, que c'est toléré. Mais ça a été prouvé, la marijuana, c'est le premier pas vers la délinquance. Ça entraîne les gens vers d'autres drogues. L'adolescente va être directement conduite dans le centre de détention du comté. J'ai une jeune femme de 16 ans et 2 jeunes hommes. Si elle ne paye pas tout de suite une caution de 1 300 €, elle passera une nuit en prison à 16 ans à peine. En France, elle serait repartie libre. Ici, elle devra rester en prison le temps que sa famille trouve une solution. Une tolérance zéro qui frappe parfois très fort. Au milieu de ce tableau, une jeune femme tranche avec le reste des prisonniers. Dans la petite cour intérieure du bloc, Jennifer Kessler tourne en rond en faisant les 100 pas. Arrivée il y a 3 mois à peine, cette mère de famille de 36 ans s'apprête à purger une très lourde peine. On m'a mis 5 ans de prison. J'ai toujours été une mère au foyer, donc j'étais à la maison tous les jours. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Je suis plus là. 5 ans sans eux. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Maman de 4 enfants, Jennifer était une paisible femme au foyer qui n'avait jamais eu le moindre problème avec la justice. Mais en juillet dernier, sa vie a basculé un soir de pluie. J'étais chez ma mère et j'ai bu un verre. Je n'aurais pas dû. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je ne bois jamais d'alcool, mais là j'ai bu. Et sur le chemin du retour, alors que la nuit venait de tomber, il a commencé à pleuvoir. Et là, une moto est arrivée. Je ne l'ai pas vue, j'ai freiné,
mais il a percuté le devant de ma voiture. Il a été blessé sérieusement au genou. Il a dû avoir 2 opérations. Ils m'ont fait une prise de sang. J'avais 0,09 g d'alcool dans le sang. Apparemment, c'est pas élevé du tout. On m'a mis en prison cette nuit-là pour conduite en état d'ivresse. Jugé responsable, avec 0,1 g d'alcool dans le sang, à peine l'équivalent d'une bière. Jennifer est condamnée à 5 ans de prison ferme, sans remise de peine possible. Le monde s'écroule autour de la mère de famille. Mon cœur saigne. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis terriblement inquiète pour Lonnie, mon mari. On n'a jamais été séparés. Je suis tout pour lui. Comment est-ce qu'il va faire pour s'occuper des enfants sans moi? Ils sont toute ma vie. Ils sont tout pour moi. Mon fils aîné est handicapé, il est presque aveugle, et je l'aidais tous les jours de sa vie. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je dois faire face et rester forte pour eux. Je sais que si je craque, ils vont craquer aussi. Pour ce crime qui, dans un autre État, lui aurait valu une simple peine avec sursis, Jennifer a écopé du maximum. Depuis, elle vit un cauchemar. Merci. Arrachée à sa famille, la mère au foyer a été jetée en prison du jour au lendemain avec les pires criminels du comté. Comme chez les hommes, les problèmes de violence sont monnaie courante. Chaque semaine, une douzaine de bagarres éclatent dans le quartier des femmes. Enfermée la majeure partie de la journée dans sa cellule, Jennifer contemple le petit mausolée qu'elle s'est construite au-dessus de son couchage. C'est les seuls trucs qu'on peut avoir. Ça m'aide à aller de l'avant. Je regarde les noms de mes enfants et de mon mari, les poèmes que mon mari m'a écrits. Je les lis tous les matins en me levant et tous les soirs en me couchant. J'ai mon calendrier. Mais ma peine vient tout juste de commencer. Je réalise à quel point ça va être long. Vous n'avez pas de photos? Non, on n'a pas le droit d'avoir des photos avec nous. On peut juste les regarder sur les tablettes, mais on doit payer pour ça. On doit payer. En plus de ne pas pouvoir toucher ses enfants. Non, on n'a pas le droit aux photos. Désormais, elle partage sa cellule avec 3 autres prisonnières. La plupart arrêtées pour usage de drogue. T'en as pris? Non, pas encore. Issue d'un milieu favorisé, Jennifer côtoie désormais la misère sociale la plus sombre. L'une de ses codétenues, Christelle, 18 ans à peine, est enceinte de son 4e enfant. Toxicomane depuis des années, elle a été incarcérée ce matin pour détention de meth. Tu peux t'asseoir ici si tu veux. Ça sera moins dur que le sol. Ça fait combien de mois? 8 mois. Fais-moi voir. Condamnée à 6 mois, elle mettra au monde son nouveau bébé en prison. Ça me fait vraiment peur. C'est un sentiment très étrange. Je dois dormir sur ce truc par terre. C'est vraiment pas confortable. Je peux à peine me lever. Mais bon, j'essaye de m'en sortir. Je voudrais aller en cure de désintox pour accoucher et puis garder mon bébé. À Effingham, aucune indulgence pour les femmes enceintes ou les mères de famille. Mais aujourd'hui, Jennifer va pouvoir compter sur un peu de réconfort. Son mari et ses 4 enfants s'apprêtent à lui rendre visite. Pour cacher ses cernes et se faire une petite beauté, elle utilise les moyens du bord. C'est du vrai maquillage? Non. C'est un peu embarrassant à dire, mais c'est du cambouis. Du cambouis qui vient des portes. On met un peu de vaseline et ça fait du mascara. C'est dégoûtant, mais c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais dans cette prison, Jennifer ne sera pas autorisée à rencontrer physiquement sa famille. Elle ne pourra même pas les voir de ses propres yeux. Salut chérie. C'est derrière un vidéophone payant qu'elle va pouvoir échanger avec les siens.
Je suis si fière de toi. Passe-moi ton père une minute. Je t'aime. Bonne nuit. Salut. On n'a jamais le temps de se parler vraiment. Non, on n'a jamais le temps. C'est notre vie maintenant. Je suis désolée. Ouais. On va y arriver, hein, chérie. Ouais, on va y arriver. Quand je rentre à la maison et que je me couche, c'est ce que je me dis à chaque fois. Juste le temps de parler quelques instants à son mari et à chacun de ses enfants. Au revoir, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. 30 minutes facturées 15 €. Ça va couper dans... Et pas une seconde de plus. Oh, c'est fini. Je dépense environ 130 € par semaine entre les visites, le téléphone et la nourriture. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils nous gardent ici. Tout est payant ici. Ils gagnent de l'argent grâce à nous, donc c'est un gros business. On est juste de l'argent pour eux. C'est un business, mais moi c'est ma vie. Un court moment de répit dans la nouvelle vie de cette mère de famille, fauchée par la justice punitive du comté d'Effingham. Ailleurs, il y a tellement de personnes qui sont accusées des mêmes choses que moi, qui sont elles à la maison. Certains ont 4 ou 5 arrestations pour ébriété. Ils ne finissent pas en prison, et moi si. Je suis très en colère. Mes enfants payent pour ça plus que moi. Je suis très inquiète de savoir comment ils vont s'en sortir. C'est pour eux que Jennifer doit tenir le coup. Son emprisonnement a totalement bouleversé le quotidien de la famille. Dans leur petit pavillon situé à 15 km du centre pénitentiaire, les dîners n'ont plus la même saveur. J'ai déjà mis des assiettes. Je fais des sandwichs, ok? Qui veut quoi? Dinde. Dinde? Oui, monsieur. Moi, je vais prendre du fromage. Tu veux le même sandwich que ton frère ou un truc différent? Ouais, je vais prendre la même chose. Lonnie, son époux, doit désormais élever seul leurs 4 enfants, dont l'aîné est handicapé. Une charge très lourde pour ce père de famille qui travaille plus de 12 heures par jour pour subvenir aux besoins du foyer. 5 ans, c'est très long. Donc on vit un peu au jour le jour, on prend les journées les unes après les autres. Un jour l'école, un jour le travail. On fait du mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'elle revienne à la maison. Elle ne sera pas là pour la remise de diplôme de 3 de nos enfants. Qu'est-ce que ça représente de manquer ça? Vous savez, on travaille dur en tant que parents. Je sais à quel point les enfants comptent pour elle. Être absente, ne pas être là pour les voir grandir, c'est dur. Elle nous manque. Elle nous manque énormément. Les adolescents, couvés depuis toujours par leur mère, vivent extrêmement mal la situation. Je suis en colère, surtout contre le juge qui n'a pas pris le temps de regarder correctement l'affaire. S'il avait regardé juste quelques minutes, il aurait vu qu'elle n'a jamais été en prison, qu'elle a toujours respecté la loi. Elle n'a jamais eu un seul problème avec la justice de toute sa vie. C'est dur de penser à tout ça. Dur de comprendre, parfois. Ouais, vraiment. Comme si on nous l'avait arraché. Je n'ai même plus le droit de la toucher, de l'embrasser, de lui faire un câlin. Je peux juste lui parler pendant 30 minutes, et même pas tous les jours. Et ce sont 30 minutes qu'on doit partager. Allez, ça va aller. Dans quelques jours, leur mère sera transférée loin de leur foyer, à 70 km de là, dans une prison d'État
où elle passera les 4 prochaines années. « 7 heures du matin, dans l'aile réservée au personnel. La journée des gardiens commence toujours par le même rituel. Ok, allez, tout le monde se prend la main. Une prière collective pour en appeler à la protection du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous t'invitons à nous guider, à guider nos âmes et ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous te remercions. Écarte-nous de la folie, de la jalousie. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour cette nuit. Nous te prions. Amen. La journée s'annonce mouvementée. Les membres de l'équipe suspectent plusieurs détenus d'avoir fabriqué des armes. Ils vont organiser une grande fouille surprise du bloc G, le quartier réservé aux hommes. Vous allez faire les 2 premières cellules et bloquer les 2 autres pour qu'on puisse tout inspecter. S'ils ont des choses prohibées, ils vont commencer à taper contre les portes. Ils vont commencer à nous insulter et ils peuvent se battre. Ils vont tenter de s'en prendre à nous ou à d'autres co-détenus. Donc on doit être vigilants. Une fouille comme celle-ci s'organise toujours de la même façon. En premier lieu, installer les portiques de détecteurs à métaux pour s'assurer que les prisonniers ne dissimulent pas sur eux d'objets métalliques. C'est parti! Il faut ensuite confiner tous les détenus dans leurs cellules. Fermez les portes! On vous enferme, mais ne vous inquiétez pas. Applique. Douche. Table. Les gardiens passent au crible le moindre recoin des parties communes. Tu prends ça et tu vas voir le gardien en bas. Une fois le hall inspecté, place aux cellules. Chaque détenu est invité à la quitter le temps de la fouille. Détenu suivant. Pendant ce temps, ils sont systématiquement passés au détecteur. Puis ils doivent se déshabiller intégralement avant de s'accroupir et de tousser. Mets-toi accroupi et tousse. Le moyen de vérifier qu'ils ne cachent rien dans leur rectum. À l'étage, les gardiens poursuivent leur recherche. Au bout de quelques minutes, ils font des premières découvertes intéressantes. Des fils de fer utilisés pour faire des tatouages. Du matériel de tatouage. Il y a toute une boutique dans cette cellule. Plus surprenant encore, ils mettent la main sur un gros stock de liquide suspect. Ça, c'est de l'alcool qu'ils fabriquent et qu'ils laissent fermenter. C'est totalement interdit, donc c'est une bonne trouvaille. Ça sent pas bon du tout. Aucune idée de ce que c'est. Quelques cellules plus loin, les esprits s'échauffent. Certains prisonniers passent leur nerf sur les portes. Tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Allez vous faire foutre. Tout ça, c'est de la merde, c'est des conneries. Va te faire foutre. Pour l'officier Morano, il faut redoubler de vigilance au fur et à mesure de la fouille. C'est vraiment dangereux. On ne sait pas du tout comment ils peuvent réagir. On ouvre leurs portes et ils deviennent dingues parce que l'on fouille dans leurs affaires. Et plus on progresse de cellule en cellule, plus ils deviennent fous parce qu'ils stressent. Ils ont peur de ce que l'on pourrait trouver. Ils peuvent m'attaquer. Ils peuvent me tuer. C'est au tour d'un prisonnier particulièrement excité de sortir de sa cellule. Montre-moi ce que t'as dans les mains. Ok, va montrer ça au gardien là-bas. Regardez, j'ai une Bible. Greg Stabile, 30 ans, arrêté pour violences aggravées. Il est en attente de son jugement. Vous savez ce que vous faites là, c'est pas juste, vous le savez. Stabile est un pur produit de la région d'Effingham. Petit délinquant tombé dans la drogue, il a été incarcéré pour avoir frappé ses enfants. Je n'ai rien à cacher, fouillez ma cellule, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de vous montrer ma bite, j'en ai rien à foutre. Les Français, vous aimez ça, hein, de toute façon. Allez tous,
Plus fort que ça. Allez mec, je cache rien dans mon cul. Tous plus fort. Tu vois bien que je planque rien dans mon cul. Vous trouverez jamais rien, je suis pas le genre à faire le petit train. Après 10 minutes de fouille, la gardienne Morano ne trouve rien de répréhensible. Prenez vos matelas, s'il vous plaît. Stabile et son colocataire peuvent regagner leur cellule. Je vous aime, Madame Morano. Je vous aime aussi. L'autre là-bas, j'étais furieux parce qu'elle m'a manqué de respect. Oui, elle m'a manqué de respect. Elle m'a accusé de vol, je m'en fous, moi. J'ai mes propres soupes, j'ai mes bonbons. Allez, je dois enfermer tout le monde. Hein. Et on vous aime. Ok. Allez, soyez sages. Une fois à l'intérieur, ils sont très fiers de nous montrer qu'ils ont réussi à déjouer l'attention des gardes. Regarde ce que j'ai planqué. Petit cachotier, va. C'est une cigarette. On est trop malin pour eux. On les a bien eus sur ce coup-là. C'est une blonde. Ce n'est pas tout. Ils ont aussi réussi à dissimuler un fil de fer qu'ils utilisent pour faire des tatouages. Je ne veux pas qu'ils me prennent ce qui m'appartient. Donc on les cache et c'est très facile. Ces gens n'ont jamais travaillé dans des prisons de haute sécurité, donc ils ne connaissent pas nos combines. Il y a plein de choses qu'ils ignorent et moi, je ne vais pas leur dire. Mais au rez-de-chaussée, les gardiens vont tomber sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un morceau de métal dissimulé dans le siphon d'évacuation d'une douche et une arme artisanale autrement plus dangereuse. Oh, c'est peut-être ce que l'on cherchait. Ah oui. Un bel os de poulet. Un couteau confectionné avec les moyens du bord, mais capable de trancher la gorge ou de poignarder à mort. Le gardien apporte sa découverte à l'officier Lyon, en charge de ce bloc. Regarde un peu ce qu'on a trouvé. Il nous a dit que c'était déjà dans sa cellule. On a retourné sa cellule il y a une semaine et il n'y avait rien. Donc, il ment. Ils sont en train de l'emmener ici. On va voir ce qu'il a à nous dire. Pour Lyon, c'est le signe qu'un plan de tentative de meurtre était en cours dans la prison. Vu l'effort et le temps passé pour fabriquer ça, il avait sûrement prévu de s'en servir contre quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais il va falloir qu'on le découvre. Et pourquoi? Le prisonnier, qui s'appelle Shaw, avait demandé à changer de cellule il y a quelques jours, parce qu'il disait craindre pour sa vie. Il y a du boulot, là. C'est bon, lâchez-moi. C'est fait pour tuer, ça. Tu as demandé hier à changer de bloc. On découvre ça dans ta cellule. Donc tu as prévu de t'en servir. Dis-moi, allez, raconte pas de bobards. Je te mens pas. J'ai fait ça pour me protéger. Non, ça s'est fait pour tuer, pas pour se protéger. J'ai pas fait ça pour tuer quelqu'un. Mais si quelqu'un vient me menacer avec un couteau ou un truc comme ça, bien sûr que je vais m'en servir pour le poignarder. Arrête tes conneries, mec. Le prisonnier va écoper d'une lourde sanction. Dans le bloc D, le quartier des femmes. La responsable du bloc doit gérer un nouveau cas de bagarre entre deux prisonnières. Sur ces images, DJ, la suprémaciste blanche, s'apprête à corriger une codétenue. Elle vient juste de la frapper. Les femmes peuvent être plus vicieuses et plus dangereuses que les hommes. La prisonnière sera emmenée à l'hôpital. Le prix à payer lorsqu'une détenue séduit une de ses prétendantes. DJ dirige le bloc. Elle a construit un véritable harem autour d'elle. Dans cette prison, les histoires d'amour entre détenus, dont beaucoup sont lesbiennes, occupent le quotidien. Oh merde, c'est chaud! Oh, regarde ses lèvres. Avec son physique de déménageur, DJ collectionne les aventures. Ouais, j'ai eu pas mal de relations en prison. Les choses arrivent comme ça. On est enfermé avec toutes ces femmes. C'est vrai qu'il y a une tension sexuelle. Toutes ces filles-là, dehors, si je veux, je peux les avoir une par une. Elles m'ont toutes envoyé des lettres. La dernière conquête de DJ, Désirée, 29 ans,
placée en détention il y a 3 semaines. Mais cette dernière, très jalouse, reproche constamment à DJ de flirter avec d'autres filles. Tu mens tout le temps. Tu dis une chose et t'en fais une autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je fasse quoi? J'ai quand même le droit de lui parler. Non, meuf. Pourquoi je me suis mise avec toi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Non mais arrête de te comporter comme ça, arrête! Lâche-moi! Ah ouais, tu veux me frapper? À l'extérieur, Désirée est hétérosexuelle et mère de famille. C'est son premier séjour en prison. Ici, elle est protégée par DJ en échange de ses faveurs. Sous la tutelle de la chef, elle ne risque ni bagarre, ni viol. Écoute, je suis vraiment désolée. Pour tout ce que je n'ai pas bien fait, je m'excuse. Je pense pas que tu sois vraiment désolée, mais bon. Excuse acceptée. Une position confortable qu'elle défend jusqu'à demander à sa protectrice de faire tatouer son nom sur sa peau. Une pratique interdite en prison, passible de plusieurs jours d'isolement. S'ils nous voient, ils vont nous embarquer. Ils vont nous accuser, elle et moi, et on se fera enfermer au mitard. J'aime bien. Allez, on échange. C'est au tour de Désirée de se faire graver le nom de DJ à l'aide d'un fil de métal rouillé, trempé dans l'encre d'un stylo à billes. Ce tatouage indélébile sera-t-il suffisant pour consolider leur couple? T'as eu mal? Non, pas vraiment. Faut taper quand même, hein? Mais en prison, les histoires d'amour finissent toujours mal. Dès le lendemain matin, l'idylle va voler en éclats. DJ se laisse aller à quelques gestes tendres avec une de ses ex-copines dans la cour intérieure. Cette fille est folle. Elle reste planquée dans sa cellule. Je suis sûre qu'elle est en train de nous mater, hein, Désirée. Elle se moque même de la jalousie maladive de Désirée. S'il te plaît, DJ, arrête de me manquer de respect, je t'en supplie. C'en est trop pour la jeune femme qui craque complètement. J'en peux plus de cette situation. Je tiens vraiment à toi, DJ. Mais cette fille, elle fait tout pour nous éloigner. Elle l'a dit. Elle s'arrêtera jamais tant qu'elle ne t'aura pas attrapé. C'est quoi le putain de problème? À cause d'un café? Je peux pas lui parler, c'est ça? Fais ce que tu veux. Non, c'est toi qui es parano. Moi, j'ai rien à me reprocher, je ne fais rien de mal, donc c'est toi qui déconnes. Maintenant, tu vas me dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Que tu respectes les règles que j'ai fixées. Si tu veux être ma nana, pas de problème. Mais moi, je fais ce que je veux. Je couche avec d'autres. C'est moi qui fais les règles ici. Ça se passe comme ça. Elles me suivent toutes comme des petites chiennes. C'est fou, mais c'est ma vie de taularde. Quelques jours plus tard, DJ s'est séparé de Désirée pour s'offrir les faveurs de son ex-copine. Sans protection, Désirée a été impliquée dans 2 bagarres. Celle qui se promenait sans crainte dans les allées de la prison reste aujourd'hui enfermée dans sa cellule. Il en va ainsi la prison du comté d'Effingham. Chaque jour peut être synonyme de descente aux enfers. Ce matin, c'est un mauvais jour pour Jennifer Kessler. Il est bientôt l'heure de quitter la maison d'arrêt et d'être transférée vers une prison d'État. T'as pris beaucoup? Ouais, 5 ans. Waouh, ça fait long. À quelques heures de son départ, la mère de famille reçoit les derniers conseils de la part de DJ, la suprémaciste,
qui a déjà séjourné plus de 10 ans derrière les barreaux. Quand on rentre dans la prison, la chose primordiale à savoir, c'est de ne pas agir comme une dure à cuire. Ou comme quelqu'un qui croit tout savoir. Et surtout de ne pas montrer que tu as peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peu importe si une meuf qui fait 1m90 est prête à en découdre avec toi. Tu te tiens debout devant cette salope. Si elle te met à terre, tu rends les coups. Te laisse pas faire. Ok, je dois rendre les coups. Ouais, madame, tu dois lui botter le cul. Les prisons fédérales, comme celle où Jennifer va être mutée, accueillent les longues peines. Elle doit s'attendre à côtoyer une population extrêmement agressive. Tu vas te retrouver avec des gens qui n'en ont rien à foutre de leur peine. J'ai vu une nana se faire étriper du bas-ventre jusqu'à la gorge. Mon Dieu. Pour 3 gâteaux au miel. Tu crois que quand je vais ressortir, je serai la même quand je suis arrivée? Ça va te changer. Personne ne ressort indemne d'un séjour en prison. Soit tu arrives à t'en sortir, soit ça va te briser. À quelques dizaines de mètres de là, dans le quartier de haute sécurité, nous retrouvons Miles Poole, du gang des Ghostface. Pour ses actes de rébellion, il vient de purger plus de 20 jours à l'isolement. Son moral commence à faiblir, même s'il refuse toujours d'abdiquer devant l'autorité. Pas de visite, pas de téléphone, pas de promenade. Juste une le soir pendant 1 heure. Rien. Je suis juste assis là et je regarde le mur toute la journée. Ça craint vraiment. Mais bon, ils ne peuvent pas m'arrêter. Je ne vais pas les laisser m'arrêter. Ils ne me casseront pas. Dans la cellule d'à côté, un autre détenu a lui complètement abdiqué. Grégory Stabile, qui croyait être plus malin que ses geôliers. Il a été envoyé 30 jours au trou pour avoir jeté un verre au visage d'un gardien. Je peux pas utiliser le téléphone. Je peux pas appeler mes enfants. Je peux pas les appeler. Ça craint. C'est vraiment, vraiment dur. Au centre d'Effingham, on sait faire plier les fortes têtes. Jennifer, elle, espère qu'elle n'aura pas à regretter la prison du comté. Pour la maman, ce transfert vers la prison d'État, c'est un saut dans l'inconnu. Je suis mitigée. J'aimerais pouvoir me dire que je sors pour rentrer à la maison, mais au final, je vais dans une autre prison. On verra ce qui va se passer, ça va le faire. Je dois tenir le coup. Je ferai tout pour retrouver un jour ma famille. Pour un banal accident de la route qui n'a coûté la vie à personne, l'avenir de la famille de Jennifer s'annonce aujourd'hui bien sombre. Voilà l'illustration presque délirante de la politique de tolérance zéro en vigueur dans cette partie délaissée des États-Unis. Une région qui traverse aujourd'hui l'une des pires crises d'identité de son histoire. Notre plongée dans l'univers carcéral américain se poursuit. Direction cette fois l'Iowa, dans la prison d'Anamosa, la plus ancienne et la plus grande de l'État. Les 3/4 de ces prisonniers ont commis des crimes d'une violence extrême. La plupart d'entre eux, comme Silo, sont condamnés à perpétuité et mourront derrière les barreaux. Pour tenir le coup, seul échappatoire, des photos de famille. Je me sers de ces photos pour garder le moral dans mon quotidien. Tous les jours, dans chacune de mes décisions, je pense à ma fille Terre. Les plus rebelles, eux, sont envoyés à l'isolement dans des conditions, vous allez le voir, spartiates. Prison US, toute une vie derrière les barreaux. Une immersion. Cet état de choc consacré aux prisons américaines. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur W9 pour un nouveau numéro. Bonne soirée.